C'est bon. Bien, donc René vous a fait l'essentiel des présentations. Alors moi, je ne vais pas vous parler des hospices civils, je serai totalement incompétent, mais je vais m'inscrire dans la continuité régionale. Et donc, on vient dans le berceau berceau historique de la physiologie, donc le royaume de Claude Bernard. Et ça tombe bien parce que je vais vous parler de physiologie, et donc en particulier de la physiologie autour de l'homme diabétique. Alors, je suis parti de... Pourquoi avoir finalement intitulé mon exposé Homo sapiens diabeticus? Je suis parti d'une constatation très simple, c'est que depuis quelques années, le genre Homo est mis un peu à toutes les sauces. Vous avez vu ça forcément. Et donc, moi, je me suis dit qu'il serait pas mal, qu'il serait de bon ton de parler du sapiens diabeticus. D'autant plus qu'il y en a 500 millions à l'heure actuelle, donc c'est pas rien. Et donc l'objectif de mon exposé aujourd'hui, c'est de voir avec vous, de faire le point de façon relativement générale, on ne va pas rentrer dans les détails, de la biologie, et donc d'essayer de répondre à trois questions qui sont, à mon avis, d'actualité pour comprendre ce qu'est le diabète, sous toutes ses formes. C'est quoi être diabétique en 2023? Autrement dit, définir un peu avec vous quelles sont les bases qui permettent de définir les traits du diabétique, les traits physiologiques. Ce qu'on appelle l'ensemble des traits physiologiques, c'est ce qu'on appelle le phénotype diabétique, par opposition au phénotype normal. Puis ensuite, on verra les aspects quantitatifs, combien de diabétiques, et vous verrez que 500 millions, ça ressemble tout à fait à une pandémie, parce que c'est une épidémie mondiale. Et puis on terminera en regardant un peu ensemble les facteurs qui font qu'on devient diabétique et qu'on maintient son diabète une fois qu'on l'a déclaré. Donc autrement dit, vous parlez un petit peu des facteurs de risque, tout au moins de ce qui est sérieusement impliqué en tant que facteur de risque pour les diabètes. Alors c'est vrai que je vais vous parler surtout du diabète de type 2 parce que c'est celui qui est le plus fréquent, hein, sur les 80% des diabétiques dans le monde, de façon générale, et en France en particulier, ce sont des diabètes de type 2. Le reste, si je puis dire, c'est pas négligeable, bien évidemment, ce sont des diabétiques de type 1. J'en parlerai un peu aussi. Donc d'abord, pour commencer à parler de diabète, il faut avoir une définition de ce qu'on appelle le diabète. Et la définition moderne du diabète, c'est un syndrome qui se caractérise en particulier et toujours, c'est pour ça qu'on l'appelle diabète, par une hyperglycémie, un marqueur donc qui sert de diagnostic aussi, qui est la présence d'une hyperglycémie chronique. Il ne suffit pas d'avoir une hyperglycémie passagère sur quelques heures pour être catalogué comme diabétique, mais avoir une hyperglycémie chronique. Alors, quand on parle d'hyperglycémie chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, et ça, c'est des longs travaux sur des dizaines d'années d'épidémiologistes en particulier qui nous ont proposé, validé, et c'est reconnu par toutes les sociétés savantes de diabétologie dans le monde et l'OMS, que l'hyperglycémie chronique, ça commence lorsque votre glycémie à jeun, c'est pas n'importe quand, c'est pas au moment du repas, c'est lorsque vous êtes à jeun, le matin, au lever, vous avez mangé la dernière fois au dîner ou au souper, et lorsque votre glycémie à jeun est supérieure à 7 millimoles par litre de sang, 7 millimoles de glucose par litre de sang, ce qui correspond à une glycémie de 1,26 grammes par litre, ou 126 mg par décilitre, pour faire les conversions, là vous pouvez être catalogué, diagnostiqué comme diabétique. C'est la définition actuelle du diabète. Donc vous voyez, par rapport à un individu normal, par exemple sur ce diagramme, là on a mis ce qui se passe alors, au point de vue de votre évolution de la glycémie. D'abord à l'état de base, à jeun, quand on est à jeun, vous voyez qu'on est en dessous de 5 millimolaires, on est en dessous de 1 gramme par litre, 0,8 aux alentours, le matin à jeun. Et lorsque vous ingérez du glucose, et on ingère tous du glucose chaque fois qu'on prend un repas, puisqu'en gros, la moitié en termes de calories de votre composition de repas, quel que soit le repas en gros, c'est 50% de glucides. Donc lorsque vous allez prendre des glucides, votre glycémie va monter et vous voyez la courbe normale
d'évolution de la glycémie chez un individu normal. Hein. Donc c'est le sapiens sapiens, ça. Et donc vous voyez que dans ce test, qui est le test standardisé, 75 grammes de glucose pris par voie orale, eh bien la glycémie au bout de 2 heures, 90 minutes ou 2 heures, et au bout de 2 heures, elle est venue à la normale, redevient à la normale très rapidement, et ne dépasse jamais, vous voyez, des glycémies, même au pic, au-dessus de 8, 9 millimoles. Bon, donc ça, c'est la normalité. Quand vous êtes diabétique, selon la définition, vous avez une glycémie à jeun ici qui est supérieure à 7 millimolaires. Ici, chez cet individu, elle serait de l'ordre de 9 millimolaires à peu près. Et vous voyez que lorsque vous faites ce test d'hyperglycémie provoquée, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, on ingère par voie orale une quantité standardisée de glucose, eh bien, la glycémie monte, elle va monter beaucoup plus haut que normalement et elle va rester très élevée au bout de 2 heures. C'est pour ça qu'on a un deuxième critère possible, si on veut préciser ou confirmer que la glycémie à jeun, parce qu'elle est guère supérieure à 7 millimolaires, la glycémie à jeun peut-être amène la mesure simplement de cette glycémie à jeun n'est pas totalement conclusive en termes de catégorisation diabétique, eh bien, on fait quelquefois, mais c'est rarement fait parce que c'est un peu plus coûteux, on fait une glycémie à 2 heures, donc après surcharge orale de glucose, et donc lorsque la glycémie à 2 heures est supérieure à 11 millimolaires, eh bien, là aussi, c'est un deuxième critère pour classer les gens comme diabétiques. Bon. Et puis, il y a un autre critère dont je ne rentrerai pas dans les détails de l'explication du pourquoi on utilise ça, qui est la mesure de l'hémoglobine glyquée. Certaines sous-populations de molécules d'hémoglobine ont, dans le sang, donc, ont la capacité de capter du glucose de façon non enzymatique, de façon spontanée. Et elles captent d'autant plus de glucose qu'il y a du glucose dans le sang. Hein, donc chez les diabétiques, cette hémoglobine est élevée, cette hémoglobine glyquée est élevée, et c'est un moyen pour mesurer, là encore, l'évolution de l'hyperglycémie sur une durée qui est la durée de vie des hématies, parce que là, on a un reflet de l'évolution de la glycémie sur toute la durée de l'hémoglobine dans l'hématie. Bon. Donc retenez que ce qui sert pour catégoriser, pour diagnostiquer le diabète, c'est la glycémie à jeun ou la glycémie à 2 heures. Mais c'est en général en routine dans les laboratoires de biologie, c'est la glycémie à jeun qui est demandée et qui en général suffit. Bon, alors ça c'est pour dire, monsieur, vous êtes diabétique, vous n'êtes plus un sapiens sapiens. Et entre les deux, vous voyez qu'il y a une zone intermédiaire dans laquelle, bon, on n'est pas franchement diabétique parce qu'on a une glycémie à jeun qui est peut-être inférieure à 7 millimolaires. Mais par contre, on n'est pas tout à fait normal parce que si on fait un test un peu plus sophistiqué, donc ce test de tolérance au glucose par voie orale, eh bien, on s'aperçoit que la glycémie à 2 heures, elle n'est pas normale, elle est supérieure, elle est comprise entre 7, 8 et 11 millimolaires. Et lorsqu'on a ces deux critères, une glycémie à jeun inférieure à 7 millimolaires, donc qui pourrait, si on se limitait à ça, faire dire que vous n'êtes pas diabétique. Si on précise par la mesure de la glycémie au bout de 2 heures, eh bien, dans ce cas-là, on a une autre catégorie de diagnostic, qui est un diagnostic intermédiaire entre la normalité et le diabète, qu'on appelle l'intolérance glycémique, qu'on appelle aussi prédiabète, selon les gens, enfin bon, c'est un peu la même chose, mais qui est des situations intermédiaires qui doivent être clairement identifiées et suivies dans le temps. Ça ne veut pas dire, parce que vous avez une intolérance au glucose, que vous allez forcément faire un diabète par la suite. On sait maintenant que, parce qu'on a suffisamment de données, que pratiquement la moitié des gens qui sont intolérants au glucose ne feront jamais de diabète, mais par contre l'autre moitié fera un diabète. Donc c'est des gens qu'il faut suivre. Donc voilà pour le rôle de l'hyperglycémie chronique, qui est le marqueur typique du diabète. Alors cette hyperglycémie chronique, ce n'est pas seulement un marqueur utile pour le clinicien, pour le diabétologue, c'est surtout et avant tout quelque chose qui est très important parce que c'est responsable de toutes les complications qui sont associées au diabète. Le diabète en soi, l'hyperglycémie en soi, à l'instant T, ça passe inaperçu en général.
Ça fait pas mal, on s'en aperçoit pas. Par contre, si ça se maintient sur des mois, des années, ça fait des dégâts. Et au bout de 10-20 ans, la plupart de l'hyperglycémie chronique maltraitée, eh bien, la plupart des diabétiques ont ce qu'on appelle des complications secondaires. Elles sont en fait secondaires à l'hyperglycémie, mais pas secondaires en termes d'importance. Elles sont majeures. Et c'est tout un cortège de complications qui touche la rétine. Et la complication qui va avec, c'est la rétinopathie diabétique. Les complications qui touchent les petits vaisseaux du glomérule rénal, donc qui touchent à la filtration du sang au niveau du rein, c'est la pathologie qui est derrière, c'est la néphropathie diabétique. Et puis, il y a des complications qui touchent les vaisseaux, non plus les micro-vaisseaux de la rétine ou du rein, mais des gros vaisseaux, des artères ou des grosses veines. Au niveau cérébral, l'accident vasculaire cérébral, les maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, et puis la neuropathie diabétique, qui est une forme de neuropathie qui touche surtout les membres inférieurs chez les diabétiques. Et c'est pas rien parce que si, pour vous donner, l'idée c'est pas d'affoler les foules en montrant ça, mais il faut être conscient que ça existe. Donc cette hyperglycémie chronique, via ces complications à long terme, est responsable d'une augmentation forte de la morbidité, des complications donc, qui sont pas bonnes pour la physiologie de l'individu, et complications augmentation de la morbidité de façon générale. Par exemple, là je vous ai mis ce qu'on appelle le chronomètre de l'horreur, bon c'est peut-être un bien grand mot, mais donc, qui comptabilise la fréquence de survenue des complications de diabète dans le monde à l'heure actuelle. Donc toutes les 12 minutes vous avez un AVC dû à un diabète, toutes les 19 minutes un infarctus du myocarde, toutes les heures vous avez un nouveau dialysé parce que son diabète a évolué et il a une néphropathie sévère, et toutes les 88 minutes vous avez une cécité nouvelle qui apparaît chez un diabétique. La cause principale de cécité à l'heure actuelle en France, c'est le diabète, c'est la rétinopathie diabétique. Donc une augmentation forte de la morbidité et puis aussi de la mortalité au bout du compte. Alors, ça passe inaperçu, surtout quand on compare des chiffres entre maladies. Alors, il ne s'agit pas ici de faire une compétition entre les maladies pour dire moi c'est plus grave que l'autre. C'est pas ça du tout, mais la réalité est là. En 2015, dans le monde, l'OMS estime à 5 millions de personnes la surmortalité due au diabète. Bon. À comparer avec ce qu'on connaît mieux parce que ça nous a touché très récemment, qui sont les 3,1 millions ou 3,2 millions de gens décédés de la Covid en un an, de 2020 à 2021. Puis vous avez, j'ai remis aussi les chiffres de mortalité annuelle due au paludisme, à la tuberculose ou au sida. Bon. Donc c'est pas rien, 5 millions de décès, mais en gros ça passe inaperçu et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans la salle qui sache ce que représente cette surmortalité due au diabète. Bon. Alors, donc, l'hyperglycémie chronique, on voit les dégâts à long terme. À court terme, il n'y a pas d'anomalie majeure. Mais donc, la grande question, surtout pour un physiologiste, c'est quelles sont les raisons de l'hyperglycémie chronique, quels sont les mécanismes qui dysfonctionnent au niveau de l'organisme et qui font qu'on a une hyperglycémie chronique. Alors, il y a plusieurs possibilités, on va les regarder dans l'ordre. La première possibilité, c'est qu'il y a trop de glucose dans le sang, l'hyperglycémie, pour une raison unique. Il s'est produit une destruction massive de la population des cellules bêta. Les cellules bêta du pancréas, c'est des cellules qui produisent de l'insuline. C'est les seules de l'organisme qui sont capables de faire ça, qui sont capables d'exprimer le gène de l'insuline, de stocker de l'insuline et de la sécréter quand il faut, au moment des repas, et d'arrêter de la sécréter en dehors des repas. Bon. Donc ça, c'est le job de la cellule bêta. Donc si on les tue, vous imaginez que l'insuline étant la seule hormone hypoglycémiante dont on dispose, alors qu'on dispose de plusieurs hormones hyperglycémiantes, si vous faites disparaître l'insuline, vous enlevez toute possibilité de faire baisser la glycémie, là où c'est nécessaire, en particulier au moment des repas. Bon.
Et le génocide massif de la population des cellules bêta, c'est typiquement ce qui se passe dans le diabète de type 1. Je vous ai mis ici, par exemple, quelque chose qui mesure la sécrétion d'insuline, donc chez les individus sains, des sapiens sapiens. Donc il y a un beau pic de sécrétion d'insuline très rapide en réponse au glucose. C'est un peu moins brillant, nettement moins brillant chez les diabétiques de type 2, c'est la courbe là, il y a encore une sécrétion non négligeable. Et puis vous voyez que chez les diabétiques de type 1, il n'y en a plus du tout. Donc il n'y en a plus du tout parce qu'il n'y a plus de cellules derrière. Donc toutes les cellules sont mortes et il n'y a pas de possibilité de régénération de ces cellules, au moins spontanément. Donc c'est pour ça que lorsque le diabète type 1 qui frappe surtout les enfants, à l'heure actuelle encore, est établi, on le garde malheureusement à vie. Alors, quelles sont les raisons de ces génocides dans le diabète de type 1? C'est essentiellement une autodestruction de la population bêta par le système immunitaire. Il se trouve que pour des raisons qui ne sont pas bien élucidées à l'heure actuelle, les cellules bêta qui sont pointillées, vous en avez une ici, que j'ai figurée sur ce schéma, elle est en pointillée parce qu'elle est en train de mourir. Et cette cellule bêta, quelques mois avant, s'est mise, pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, à exprimer des antigènes qui normalement n'ont rien à faire à la surface de cette cellule, sur la membrane de cette cellule. Et ces auto-antigènes, qui sont autodestructeurs, vous allez le voir, sont reconnus et pris en charge par le système immunitaire. Et le système immunitaire va les reconnaître comme des antigènes totalement étrangers à l'organisme, à l'organisme de façon générale, et donc déclencher toute une réaction d'activation, je passe les détails, qui se termine par la sélection de lymphocytes tueurs, les lymphocytes T de certains types, CD8 pour ceux qui veulent des détails, qui vont avoir des effets cytotoxiques directs sur la cellule bêta, donc entraîner sa mort. Bon. Directement, par des mécanismes directs, ou bien par la sécrétion de cytokines. J'en parlerai plusieurs fois de cytokines, qui sont des petites protéines qui sont à effet pro-inflammatoire. Donc à la fois, on a une destruction de la cellule bêta et un environnement inflammatoire qui se met en place. Et puis, l'autre composante de l'activation du système immunitaire, c'est la sélection de lymphocytes qui vont se mettre à produire des anticorps dirigés contre l'auto-antigène qui, normalement, n'auraient pas dû être fabriqués par la cellule bêta. Et donc, ces auto-anticorps, eux aussi, vont participer à la destruction des cellules bêta. Le résultat, c'est qu'en quelques mois, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, c'est quelque chose qui se fait en quelques mois, voire plusieurs années, 2-3 ans. On a une destruction complète des cellules bêta. Et évidemment, après, pour la survie de l'individu, c'est l'insuline. Il n'y a pas d'autres possibilités pour l'heure. Alors, la deuxième possibilité d'avoir une hyperglycémie chronique, c'est d'avoir trop de glucose, mais aussi on va voir que ça va, parce que ça va avec, trop de lipides dans le sang, pour de multiples raisons. Donc ce n'est pas uniquement la raison précédente, ça n'a rien à voir avec ça, c'est d'autres choses. Et ces multiples raisons, trop de glucose et trop de lipides, c'est ce qui se passe typiquement dans le diabète de type 2 cette fois. Vous en avez l'illustration ici, ça c'est des gens qui sont tout à fait normaux, sains, sur le plan métabolique, et ça c'est des diabétiques de type 2. L'hyperglycémie, c'est les points blancs. Vous voyez la courbe d'hyperglycémie au moment du repas. Ça, c'est par exemple un suivi de glycémie au moment du repas. Le diabétique, lui, il a une glycémie basale un peu plus élevée. Et puis, il va faire une intolérance au glucose, parce que cette glycémie, à 2 heures, reste toujours très élevée. Bon, okay. Vous voyez qu'il y a, donc, ça c'est confirmation de ce que je vous ai déjà dit. Mais ce qui est pour nous important, pour la suite, en particulier, c'est que si on suit les acides gras libres, qui sont des marqueurs de reflet du métabolisme des lipides dans l'organisme, la concentration de l'acide gras libre dans le sang, normalement, au moment du repas, elle chute. Elle est un peu élevée, ça c'est la valeur normale avant le repas, et le fait d'être alimenté, en particulier sous l'effet de l'insuline, eh bien, on baisse sa concentration d'acide gras libre. Vous voyez que le pattern, comme on dit, le schéma, il est différent chez les diabétiques de type 2. C'est des gens qui ont non seulement une hyperglycémie, mais aussi une hyperlipidémie, en particulier une concentration élevée en permanence d'acide gras libre quand ils sont à jeun, avant les repas. Et cette concentration, elle va baisser un peu, mais vous voyez qu'elle baisse beaucoup moins bien, et pas suffisamment donc, et elle remonte plus tôt, que chez les témoins.
Donc, les gens qui ont diabétiques de type 2 ont une hyperglycémie, mais aussi une hyperconcentration excessive en permanence d'acide gras libre dans le sang. Bien. Alors, pour quelles raisons? Trop de glucose et de lipides dans le sang. Première raison, parce que d'abord, et avant tout, ils ont des tissus adipeux qui sont bourrés de lipides et qui relarguent trop d'acides gras et des cytokines. Alors, je vais expliquer un peu ça. Les tissus adipeux bourrés de lipides, c'est lié au surpoids, à l'obésité, et en particulier à l'accumulation. Donc le surpoids ou l'obésité, c'est l'accumulation de tissus gras. On a plusieurs localisations de tissus gras dans notre organisme, et en particulier une qui est, vous connaissez tous, Obélix. Et donc la bouée ventrale d'Obélix, c'est un excès de tissu adipeux viscéral. Bon. Et c'est ce tissu adipeux viscéral, lorsqu'il s'accumule en grande quantité chez les gens qui ont un surpoids ou chez un obèse, c'est ce tissu-là qui est le plus dangereux. C'est le plus dangereux parce que c'est celui qui relargue trop d'acides gras, et donc qui contribue à augmenter les acides gras dont je vous ai parlé juste avant. Et puis, il relargue trop d'acides gras, et puis il largue aussi des cytokines pro-inflammatoires, donc des petites protéines, dont j'ai déjà un peu parlé, qui sont responsables de l'inflammation. L'inflammation locale au niveau du tissu adipeux, et puis l'inflammation à distance. Donc, voilà ce qui se passe lorsque on grossit. Lorsqu'on grossit, on augmente nos masses grasses, et en particulier la viscérale. Donc, les petits adipocytes qui sont au départ très sensibles à l'insuline, et qui libèrent peu d'acides gras, perdent progressivement, en augmentant de taille, c'est une hypertrophie des adipocytes, ils perdent leur sensibilité à l'insuline et ils deviennent inflammatoires, c'est-à-dire qu'on a un recrutement de cellules du système immunitaire au niveau du tissu adipeux. Et donc, éventuellement, ils peuvent un peu se multiplier, donc on a des gros adipocytes qui sont inflammés et qui sont insulino-résistants parce qu'ils ont le mot d'insulinorésistance qui est classique, ça veut dire tout simplement que les cellules ont perdu leur sensibilité à l'insuline. Bon. Et donc vous voyez que ce tissu adipeux viscéral et des gens qui ont un surpoids, et qu'on retrouve dans 80% des diabètes de type 2, eh bien, ce tissu adipeux, il va larguer en permanence trop d'acide gras, du glycérol, parce que l'acide gras, ils viennent d'où? Ils viennent des triglycérides qui ont été stockés dans l'adipocyte. La masse grasse, le globule lipidique gras de l'adipocyte, c'est des triglycérides. Vous coupez les triglycérides, vous hydrolysez, vous avez des acides gras et du glycérol. Tout ça se retrouve dans le sang, donc circule à des taux trop élevés. Et puis, l'inflammation locale fait aussi ses dégâts en larguant trop de cytokines inflammatoires dans le sang, l'interleukine, le TNF. Bon, parmi les molécules, il y en a toute une tripotée, je ne vais pas détailler. Donc ça, c'est le premier responsable de trop de lipides dans le sang. Hein, donc c'est le tissu adipeux viscéral qui est hypertrophié, anormalement hypertrophié. Et puis le deuxième responsable, c'est que les muscles, chez ce même diabétique de type 2, ils voient en permanence des lipides d'acide gras libre et des cytokines qui diffusent au niveau de chaque muscle squelettique via la circulation générale. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que le muscle s'adapte à cette situation anormale. Le muscle s'adapte de deux façons. Il va capter ces acides gras et en faire des accumulations de lipides. Donc le muscle devient un peu plus gras. C'est pas du tissu adipeux gras, mais c'est du muscle plus gras. Et d'autre part, une des conséquences, je ne rentrerai pas dans les détails biochimiques, c'est que cette situation fait que le même muscle qui est gavé par ces acides gras, qui accumule ces lipides ectopiques, diminue son utilisation de glucose. Vous savez qu'un muscle, pour fonctionner, il a besoin de glucose. Il capte du glucose, et en particulier, pour bien capter le glucose, il faut de l'insuline. Et donc, manque de chance, là, le simple fait de capter plus d'acides gras fait qu'il diminue son captage de glucose de base, et en plus de ça, il est moins sensible à l'insuline. Au moment de chaque repas, il va moins capter, parce que la sécrétion d'insuline est diminuée et que l'insulinosensibilité est diminuée, et il va moins capter de glucose. Donc le glucose est moins capté par le muscle est dit insulino-résistant
pour ces raisons-là. Et ce glucose qui n'est pas capté par le muscle squelettique, il reste dans le sang. Or, la masse squelettique, c'est important du point de vue consommation pour l'organisme entier du glucose. C'est là que se situe le poste de captage, d'utilisation, d'oxydation le plus important. Donc, si vous en captez moins, vous en laissez plus dans le sang et vous contribuez à l'hyperglycémie. Donc ça, c'est le deuxième mécanisme qui contribue à l'hyperglycémie chez les diabétiques type 2. Et puis, il y a un troisième mécanisme, un troisième partenaire, tissu adipeux, muscle, foie. On arrive au foie. On vient sur la terre de Saint-Julien. Le foie, chez les diabétiques de type 2, devient gras, plus ou moins selon le diabète de type 2, la durée du diabète, mais les diabétiques de type 2 font un foie gras, entre guillemets. Là encore, parce que les acides gras, le foie étant inondé un peu comme le faisait le muscle, inondé par les acides gras, il va capter préférentiellement ces acides gras. Il va accumuler ces acides gras sous forme de triglycérides, il va le stocker à l'intérieur, un foie gras, le foie devient gras. Et le milieu pro-inflammatoire fait que, là encore, on a une diminution de la sensibilité à l'insuline du foie. Et ça se traduit, c'est un impact majeur sur une voie métabolique, qui est la voie qu'avait étudiée Claude Bernard à l'époque, qui est la voie de production du glucose par le foie. Le foie, c'est on va dire le seul organe endogène, donc, qui est capable de produire du foie. Quand on est à jeun, on maintient notre glycémie grâce à notre production hépatique de glucose. Et par contre, c'est bien quand on est à jeun d'avoir une production hépatique de glucose, mais c'est pas bien quand on est en situation prandiale, au moment du repas, parce qu'il faut que cette production de glucose chute pour ne pas avoir une hyperglycémie au moment du repas trop élevée. Or ici, on est justement dans cette situation. Il y a perte de sensibilité à l'insuline du foie et la production de glucose n'est plus freinée par cette insuline, pour cette raison-là, donc reste en permanence très élevée. Donc le foie, l'idée à retenir de ça, c'est que le foie des diabétiques type 2 continue à produire du glucose alors qu'il ne devrait plus le faire au moment de chaque repas. Donc c'est un facteur contribuant à l'hyperglycémie au moment de chaque repas. Bon. Et puis il y a un quatrième et dernier partenaire dans cette affaire à quatre tissus impliqués dans la physiopathologie des diabètes type 2, c'est les cellules bêta. Vous avez vu tout à fait au début, je vous ai montré une courbe de sécrétion d'insuline chez les diabétiques type 2. Elle est très faible. Elle est très faible pourquoi? Non pas parce qu'il y a très peu de cellules bêta, il y en a encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a autant qu'il faudrait, autant que la normalité l'imposerait. Mais il y a encore des cellules bêta. On estime à l'heure actuelle, parce que c'est extrêmement difficile d'évaluer ça chez l'homme, en dehors de travailler sur un cadavre, mais ça pose d'autres problèmes. On ne peut pas estimer le nombre total de cellules bêta présentes chez un individu vivant. On a des estimations indirectes. On estime qu'il y a à peu près la moitié des cellules bêta qui ont disparu. Donc on n'a pas épuisé complètement, ce n'est pas le génocide, mais on n'a plus que la moitié de son stock normal de cellules bêta quand on a un diabétique type 2 qui a évolué sur quelques années, pas trop longtemps. Et ces cellules bêta, est-ce qu'elles fonctionnent bien? Non, parce qu'elles sont exposées en permanence pendant des mois, des années à l'hyperglycémie, et elles s'épuisent. Elles font ce que j'appelle un burn-out biologique. Elles fournissent plus assez d'insuline compte tenu des besoins du diabétique. Et vous voyez ici, par exemple, la sécrétion d'insuline en réponse au glucose. La normalité, c'est la courbe 1, en très plein. Et puis, vous avez ce qui se passe dans un groupe de diabétiques qui a une glycémie, qui est diabétique de type 2, mais pas avec des glycémies canons, avec des glycémies à jeun à 1,5 g, donc au-dessus du seuil, qui les fait classer comme diabétiques, mais pas très élevés, diabète modéré. Vous voyez que la sécrétion d'insuline est déjà effondrée, et elle est très effondrée. La réponse au glucose, mais c'est ça qui compte dans la vie de tous les jours au moment des repas, la réponse au glucose, la réponse insulinique est très faible, voire annulée au moment du repas, chez des gens qui ont une glycémie, hyperglycémie au-dessus de 2 grammes par litre, c'est le groupe 3, donc un diabète plus sévère.
Donc vous voyez des cellules qui peut-être font le job encore pendant quelques années au début du diabète, mais qui s'épuisent progressivement, irrémédiablement. Donc si on fait le point pour souffler un peu à ce point-là, voilà le tableau de la physiopathologie du diabète simplifié, mais oui, on a les éléments essentiels. Donc vous voyez que c'est une espèce de collaboration malsaine entre ce qui est responsable de la sécrétion d'insuline, donc les cellules bêta, les îlots de Langerhans, les muscles squelettiques qui sont le principal poste utilisateur du glucose, et le foie, qui est le principal, l'unique poste producteur de glucose endogène. Et tout ça est, dans ce schéma-là, dû essentiellement, peut-être pas totalement, mais essentiellement dû à l'excès de masse grasse, et donc au surpoids, à l'obésité, et à un phénomène inflammatoire. Le diabète de type 2 est devenu une maladie inflammatoire à bas bruit chronique, comme on dit maintenant. Bon, moi, quand j'ai commencé dans le domaine, on ne parlait pas du tout de diabète type 2, ce n'était pas du tout une maladie inflammatoire, mais ça l'est devenu, et c'est clairement une maladie inflammatoire aussi. Bon, donc voilà pour le phénotype diabétique. Un peu de quantitatif, combien de diabétiques? Alors, malheureusement, on a affaire à une pandémie actuellement. Alors au début, on ne peut pas remonter à très très loin parce qu'on n'a pas des statistiques fiables. Les épidémiologistes ont commencé leur travail que dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et néanmoins, on a des chiffres concernant la prévalence mondiale sur 50 ans, de 1958 à 2008, là, sur ce graphe. Et la prévalence, c'est la fraction de la population mondiale qui est diabétique, % du total. Et vous voyez qu'en gros, la prévalence mondiale dans les années 50, c'était 1% ou un peu moins d'1%. Et on est passé en 2008, sur ce schéma, à 6-7%. Donc on a une prévalence qui a augmenté de facteur 7 en 50 ans, ce qui est énorme. Alors, donc ça pose des problèmes d'interprétation énormes. En termes quantitatifs total, le décompte mondial actuel, il est celui qui figure ici. Alors il y a 36 façons de comptabiliser les choses, mais bon, le nombre total de diabétiques, en 1985, c'était 30 millions. En 2010, il était comptabilisé à 285 millions de diabétiques avérés, là je parle. Et on aime bien, les épidémiologistes aiment bien faire des projections pour l'avenir en fonction des courbes d'évolution de la prévalence. Et voici les chiffres qui étaient donnés pour 2030. Alors, en 2009, on prévoyait 438 millions de diabétiques en 2030. Et puis, les gens révisaient leurs chiffres. Les estimations de 2011 sont passées de 438 à 552. Et les dernières estimations dont on dispose pour 2030, qui datent de 2019, tablaient sur 578 millions pour 2030. Donc vous voyez que la leçon à retenir ça, c'est bon, l'ordre de grandeur, c'est 500 millions. C'est pour ça que j'ai appelé mon topo 500 millions de diabétiques. La leçon à retenir, c'est qu'on est toujours en retard d'une guerre en termes de prévision par rapport aux chiffres réels. Bon. Et par exemple, la prévision pour 2045, c'est pas si loin. Les prévisions qui datent de 2019, c'est 700 millions. Bon. Donc vous voyez qu'on est malheureusement malgré toutes les mesures prophylactiques d'information, l'amélioration des conditions thérapeutiques, on court derrière quelque chose qui nous échappe de plus en plus. Alors ça, c'était la situation mondiale. 2 mots sur la situation française. Donc voilà ce qu'on écrivait, la figure là, c'est ce qui était publié en 2000. En 2000, on disait actuellement la France compte 2 millions de diabétiques, dont 1,8 million de diabétiques de type 2, les autres c'est des types 1. Et on disait les prévisions sont alarmistes. Bon, vous avez vu qu'elles le restent et elles sont de plus en plus. Et on prévoyait pour 2025, en 2000, on prévoyait 2,4 millions de diabétiques en France, 2025 c'est aujourd'hui,
Et en réalité, les derniers chiffres de comptabilité qui datent de 2020 montrent qu'il y a 4,5 millions de diabétiques en France, tout diabète confondu, et qu'il y a probablement, c'est ça qui est aussi inquiétant, un bon million de gens qui sont diabétiques, mais qui ne savent pas, qui ne sont pas diagnostiqués comme diabétiques, hein, qui sont souvent des obèses, mal suivis, ou qui ne veulent pas savoir ce qui va leur arriver. Bon. Donc, en gros, on est entre 5 et 6 millions de diabétiques en France pour l'heure. Alors, après le décompte qui n'est pas très encourageant, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les facteurs qui font qu'on devient diabétique et pourquoi en particulier on a de plus en plus de diabète. Donc, ce que j'ai appelé le facteur de risque. De quoi s'agit-il? Donc l'objectif maintenant de cette dernière partie, c'est de dire pourquoi ça, pourquoi ce schéma que je vous ai expliqué au début, pourquoi ça se met en place. Donc la grande question classique qu'on retrouve pour le diabète comme pour toutes les maladies, en particulier les maladies chroniques, le diabète en fait évidemment partie, c'est est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, est-ce que c'est génétique, docteur, j'ai un diabète, c'est génétique, bon. Donc inné ou acquis, génétique ou pas. Alors par définition, ce qu'on appelle une maladie innée, sous-entendu génétique, c'est une maladie qui résulte de l'action d'une cause endogène à l'individu, qui est due la plupart du temps à un gène anormal, dans le cas le plus simple. J'ai un gène muté, j'ai de la pathologie qui va avec la mutation du gène. Et alors qu'une maladie acquise résulte, elle, de l'action d'une cause extérieure. Ces causes extérieures peuvent être multiples. C'est un facteur qui est présent en général dans l'environnement humain. Ça peut être une infection, Covid, ça peut être un empoisonnement, ça peut être un accident, ça peut être une mauvaise alimentation, par exemple. Alors là, il faut faire un distinguo en type 1 et type 2. Je n'ai pas le temps de parler de tout, donc je parle du principal sur le plan quantitatif. Donc on va se focaliser maintenant uniquement sur le déterminisme du diabète de type 2. Donc les risques qu'il faut envisager quand on envisage le diabète de type 2. Alors en fait, le déterminisme du diabétique de type 2, c'est un déterminisme à la normande. Il n'est pas tout à fait génétique, il n'est pas tout à fait uniquement environnemental. Donc il est hybride. Ça veut dire que ce déterminisme repose à la fois sur des bases génétiques innées et sur des bases environnementales acquises. Et pour devenir diabétique de type 2, le concept actuel, qui était en particulier promu à partir des années 70-80 par un généticien qui est décédé depuis, qui s'appelle James Neal, c'est que pour devenir diabétique de type 2, il faut cumuler à la fois des gènes qui favorisent le stockage énergétique, hein, c'est ce qu'on appelle avoir un génotype de type économe, au sens caisse d'épargne calorique, et avoir un mode de vie qui est caractérisé par une alimentation trop riche, en particulier avec un apport calorique excessif, plus de 2500 ou 3000 kilocalories par jour, et une faible activité physique. On oublie souvent cette deuxième partie de l'affirmation pour se concentrer sur la première partie de l'alimentation hypercalorique. Il faut les deux. Alors, il y a un cas d'école pour illustrer ça. C'est des études épidémiologiques qui ont été faites à partir des années 80, 70-80 aux États-Unis, sur des populations indiennes qui sont les tribus d'Indiens Pima. Alors les Pima, ce sont des Indiens autochtones qui ont colonisé le sud des États-Unis, le sud de l'Arizona, le nord du Mexique, dès l'époque chrétienne, et qui ont été sédentarisés, pour certains, aux États-Unis, dans l'Arizona, dans la région de la Gila River, qui ont été sédentarisés avec l'arrivée des premiers pionniers blancs nord-américains. Et il se trouve que par hasard, en 1908, on a décrit dans cette colonie là, de la Gila River d'Indiens Pima américains, on a découvert un premier cas de diabète. Et puis il y a un épidémiologiste, diabétologue qui a essayé, qui s'est attaché à ce cas qui n'intéressait personne évidemment à l'époque,
qui a suivi ce qui se passait dans cette population d'Indiens Pima. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a décompté 21 cas de diabète, donc dans les années 1945. Et en 1960, donc, ces gens ont été suivis, c'était d'autant plus facile qu'ils étaient dans une réserve. Donc c'est le système rêvé pour un épidémiologiste et pour les suivre, les patients. Et dans les années 1960 à 1970, c'est devenu un véritable problème de santé publique, au moins au niveau de cette population locale. Et l'intérêt, c'est que ces piméas américains de la Gila River ont pu être comparés à une autre colonie pas colonie, mais enfin une population de même souche, donc de même équipement génétique, de même génotype, Pima, qui elle était restée dans les montagnes mexicaines, de l'autre côté de la frontière, donc ce qu'on appelle les Pima de la tribu Maïkoba, qui eux avaient conservé et conservent encore, semble-t-il, leur mode de vie traditionnel, cueilleurs, chasseurs, avec une activité physique importante. Et on a pu faire des études comparatives entre ces deux populations qui avaient le même fond génétique, donc qui a priori avaient le même risque génétique de faire un diabète de type 2, pour voir quel était l'impact de l'environnement. Là, on avait quelque chose qui pouvait sur lequel on pouvait conclure une observation sur laquelle on pouvait conclure de façon intéressante. Et alors, vous voyez que ce qui saute aux yeux, c'est que la prévalence du diabète dans les Pimas d'Arizona, c'est 40% des gens. La moitié des gens, en 78, la moitié des adultes de plus de 35 ans avaient un diabète de type 2. Alors que la prévalence chez les Mexicains, les Pimas mexicains, était restée aux alentours de 7%. Elle n'est quand même pas normale parce qu'elle est un peu élevée. Ce qui veut dire quand même que vous voyez que ces Pimas ont un génotype probablement qui leur donne un facteur de risque supplémentaire par rapport à une population occidentale, européenne par exemple. Bon, mais là, clairement, il y avait quelque chose, cette augmentation de prévalence chez les Pimas d'Arizona était liée à leur environnement. Alors leur environnement, c'était quoi? C'était d'abord une formidable diminution de l'activité physique moyenne. L'heure d'activité physique par semaine, vous voyez 27 chez les cueilleurs-chasseurs contre 7 chez les Indiens sédentarisés qui mangeaient à l'américaine. Donc ça se voyait au niveau de leurs apports lipidiques un peu plus élevés, mais pas si phénoménalement élevés que ça par rapport aux autres. Et de façon surprenante, leurs apports caloriques journaliers n'étaient pas plus élevés, mais par contre, leur indice de masse corporelle, leur IMC, était de 35. On est obèse à partir de 30, alors que les Pimas du Mexique gardaient un poids, un IMC tout à fait correct, tout à fait mince. D'où l'idée que c'était l'environnement, et en particulier l'environnement nutritionnel, mais aussi l'environnement activité physique, qui était déterminant, au moins dans cette population, pour faire exprimer un diabète de type 2. Donc, reprenons les choses pas par pas. Donc, le diabète de type 2, c'est une maladie du génome, mais c'est une maladie polygénique. On sait maintenant qu'il faut la présence simultanée de plusieurs gènes modifiés, donc des allèles malades. Il faut plusieurs allèles malades. Peut-être, quand je dis plusieurs, c'est quoi? C'est peut-être 10, c'est peut-être 100, c'est peut-être 1000, on ne sait pas trop. Mais il en faut plusieurs pour que le diabète puisse s'établir, mais ce n'est pas forcément suffisant pour que la maladie se développe. Donc, ce qui est par contre sûr, c'est que donc, le diabète de type 2 est bien une maladie polygénique, que le gène du diabète, les gens qui, il y a 30 ans ou 20 ans, nous vendaient, en particulier dans les milieux de la recherche, moi je suis généticien, je vais vous trouver le gène du diabète. Tout ça, c'est une vue de l'esprit. Le gène du diabète n'existe pas, n'existera jamais. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque allèle impliqué, pris individuellement, c'est là la complexité du système, chaque allèle impliqué, pris individuellement, n'est pas délétère. On a tous des allèles, probablement un ou deux allèles
de type qui pourrait nous donner un diabète de type 2, mais s'il est tout seul, limité, c'est pas pour ça qu'on va exprimer un diabète. Et par contre, il confère un risque accru, donc une susceptibilité accrue. Alors, toute la difficulté, c'est de quantifier ce risque accru, cette susceptibilité. Voilà, donc on retient que c'est une maladie du génome et que c'est la combinaison particulière de ces allèles pseudo-normaux, malades je les appelais, qui est pathologique. Alors, quand même, pour fixer les idées, il y a des allèles de susceptibilité, combien alors, les explorations systématiques du génome, maintenant qu'on connaît le génome humain, donc les explorations qu'on appelle pangénomiques, nous disent, il en sort encore un peu tous les mois, nous disent qu'il y a plus de 105, il y a des variants de plus de 150 gènes qui sont décrits comme associés au diabète de type 2. Alors, ils affectent quelques tissus. Quels tissus sont affectés par ces gènes malades, ces allèles malades? Vous retrouvez les tissus dont j'ai parlé, évidemment, le foie, le muscle, le cerveau, pensée prise alimentaire, et tissu adipeux. Mais ce que vous voyez, puis vous voyez le pancréas, et quand il y a pancréas ici, c'est en fait, il faut lire cellules bêta dans le pancréas. Et vous voyez que la majorité des allèles anormaux sont ciblés sur des gènes qui participent au fonctionnement des cellules bêta. Ce qui implique l'idée quand même que, déjà a priori, sans faire de la physiologie, mais juste sur cette base-là, que la cellule bêta, c'est un peu le nerf de la guerre, aussi dans le diabète de type 2. Alors, je vous ai dit que le diabète de type 2, c'est une maladie de du génome, c'est aussi une maladie de l'épigénome. Ça, c'est plus récent, l'épigénome, c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde en parle, plus ou moins bien. Mais il se trouve qu'effectivement, le diabète de type 2, c'est aussi une maladie de l'épigénome. Alors, pour vous situer l'épigénome par rapport au génome, de façon simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez que les facteurs d'environnement peuvent affecter le génome. Affectent le génome comment? En activant ou en inhibant la transcription, l'expression du gène. Donc la protéine, sous l'effet de, par exemple, du glucose dans les cellules bêta, la protéine insuline, le gène codant pour l'insuline est activé, il produit l'insuline. Donc ça, c'est une activation en permanence, mais qui est activée, désactivée en fonction des besoins physiologiques. Ça, c'est le rôle classique de l'environnement sur le gène ou les gènes qui s'expriment. Puis à côté de ce génome, donc, il existe une autre couche de molécules qui, j'allais dire, enveloppe le génome, participe au contrôle de son expression. Quand on dit expression, c'est les gènes qui sont dans le génome s'activent ou se désactivent. Et cette couche qui contrôle en fait le génome, c'est ce qu'on appelle l'épigénome, pour faire simple. Et il se trouve que les facteurs d'environnement, eux aussi, façonnent cet épigénome. Je vais juste un petit peu détailler. Alors, il façonne, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il le façonne en permanence et surtout durablement. C'est-à-dire que un facteur d'environnement, un polluant par exemple, va activer quelque chose qui un des éléments de l'épigénome, et que ça va laisser une trace, ça va laisser une marque dans l'épigénome, on appelle ça une marque épigénomique. Et si elle n'est pas adaptée, cette marque persistant pendant toute la durée au moins de la vie de l'individu va continuer à perturber le fonctionnement du génome qui se trouve en dessous. Alors il y a essentiellement trois types de marques épigénomiques. Je vous en parle parce que pour ceux qui s'intéressent à la biologie, vous allez retrouver ça pour toutes les maladies chroniques, l'Alzheimer et autres. Donc c'est des termes qui vont revenir constamment dans le discours biologique, même dans les médias. La première marque épigénomique, elle peut affecter les histones de la chromatine. Pour faire simple, la chromatine, c'est l'emballage, c'est ces petites billes là, qui emballent la ficelle rouge qui est le filament d'ADN qui porte les gènes. Donc ça, c'est la chromatine, et cette chromatine, c'est fait de protéines qu'on appelle les histones. Et
des facteurs d'environnement, la plupart des facteurs d'environnement, ils sont multiples, peuvent modifier l'état fonctionnel de ces histones, donc de la chromatine. Ce qui fait que la chromatine va se dégager ou pas du gène qui est situé en dessous. Le gène sera accessible ou pas au facteur, à la machinerie de transcription, et le gène sera donc bloqué ou pas dans sa transcription, dans son expression. Donc ça, c'est le premier type de marque épigénomique au niveau des histones de la chromatine. Une deuxième marque épigénétique, ou épigénomique, on dit les deux, c'est au niveau de la structure des doublés cytosine-guanine. Alors c'est un peu compliqué, de l'ADN. Vous vous souvenez que l'ADN, peut-être, c'est un filament avec des bases puriques qui sont les cytosines, la guanine. Ça peut être modifié, méthylé. Mais ça a des effets. Quand c'est trop méthylé, ça bloque l'accès de la machinerie de transcription au niveau du gène qui est situé à côté de cet îlot CPG, comme on les appelle. Bon, et ça bloque la transcription. Donc ça va contrôler la transcription des gènes. Et puis il y a une troisième marque épigénomique qui sont des ARN. Tous ont entendu parler maintenant des ARN messagers. Là, c'est des ARN qui n'ont rien à voir avec des ARN messagers, qui sont des petits ARN non codants. Ils ne codent pas pour des protéines, alors que les ARN messagers codent pour des protéines. C'est l'histoire du vaccin Covid. Mais là, on a affaire à des petits ARN non codants. Ils sont petits, on les appelle les micro-ARN, mi-ARN, non codants. Et ils sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils vont se coller sur les ARN messagers qui devraient être transcrits, traduits plus exactement, et ils vont les détruire. Donc c'est un moyen de freiner finalement l'efficacité d'expression du gène qui normalement donne son ARN messager pour donner sa protéine. La protéine ne se fait plus quand il y a trop de l'ARN, du micro-ARN non codant correspondant. Donc ça, c'est les trois marques épigénomiques. Bon, donc ça, c'est la théorie générale de l'épigénome. Qu'est-ce qu'il en est pour le diabète type 2? Est-ce que véritablement on a des données à l'heure actuelle pour impliquer l'épigénome dans le déterminisme du diabète type 2? Alors on a trouvé, c'est récent ça, ça a moins de 10 ans, on a trouvé des marques épigénomiques anormales chez les diabétiques type 2 au niveau de trois sites, enfin au moins de deux des trois ensembles qui constituent l'épigénome. Pour ce qui concerne la méthylation de l'ADN, on a trouvé des variations anormales de méthylation de l'ADN pour des tas de gènes qui participent au fonctionnement du foie, du tissu adipeux, des îlots pancréatiques, des muscles squelettiques. Bon. OK, et on a trouvé aussi, ça c'est peut-être plus intéressant parce qu'il y a la conclusion qui suit là, on a trouvé aussi, et on trouve de plus en plus, de petits ARN non codants, des micro-ARN, qui eux aussi sont anormalement exprimés, ou sous-exprimés, parce que les deux sont possibles, en relation avec le diabète de type 2. Et par exemple, pour vous donner une idée de la façon dont ça peut participer à la genèse d'un diabète de type 2 ou à l'aggravation d'un diabète de type 2, vous avez ce micro-ARN qu'on appelle dans le jargon 200C, qui vient d'être isolé à partir d'îlots humains de diabétiques de type 2. Son expression à ce micro-ARN est élevée dans le diabète de type 2, de façon un peu systématique. Et expérimentalement, je vous passe les détails, les auteurs ont pu montrer, c'est un papier très récent, mais c'est important de voir comment ça peut être, sur quoi ça peut se déboucher. Ce micro-ARN à lui seul est capable de diminuer, pas de l'annuler complètement, de réduire la sécrétion d'insuline. Bon. Donc on peut imaginer un schéma dans lequel on a, entre autres, ce micro-ARN, peut-être encore des centaines d'autres micro-ARN qui restent à identifier, donc la tâche est immense. On peut penser que ce type de marque épigénomique particulière, passant par un micro-ARN anormalement exprimé, participe à la pathogénèse du diabète de type 2. Bon, ben voilà. Ça, c'est un chapitre qui s'ouvre, l'épigénomique et le diabète de type 2. Bon. Alors, venons-en aux facteurs de risque environnementaux, à côté des facteurs innés. L'excès de masse grasse, on a vu avec les PIMA ce que ça pouvait représenter. L'excès de masse grasse, surtout quand elle est viscérale, c'est clairement le facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Vous avez ici une courbe qui vous montre qu'en fonction de la valeur de l'IMC,
On est à 20 ici, on est à 30 ici, donc on est obèse à partir d'ici, on est en surpoids à partir de 25 ici, là, à partir de 24, 25. Vous voyez que la courbe qui monte le plus, c'est la courbe de risque de faire un diabète de type 2 en fonction de l'augmentation de l'IMC. Alors évidemment, vous voyez que l'excès de masse grasse est aussi un facteur de risque pour faire une maladie, je vais y arriver, une maladie cardiaque, faire une hypertension ou faire une cholélithiase. Mais le facteur de risque le plus important, c'est sur le diabète de type 2. Et vous avez un peu le contre-exemple avec ce que je vous ai mis là, qui est une étude épidémiologique dans laquelle la restriction calorique, alors subie ici parce qu'il s'agissait de la restriction alimentaire due aux restrictions alimentaires liées à la Deuxième Guerre mondiale, ça c'était fait en Norvège. Les Norvégiens, déjà à l'époque, étaient très équipés pour suivre leur population, ils le sont toujours, mieux que nous, et donc ils avaient déjà regardé comment évoluait l'incidence du diabète, donc c'est le nombre de nouveaux cas diabétiques chaque année dans la population norvégienne, de 1930 à 1955. Vous voyez que l'incidence dans les années 30 n'était pas nulle, mais elle était faible. Bon. Elle a chuté, le diabète de type 2, elle a chuté brutalement pendant toutes les années de restriction, parce que c'était la pénurie alimentaire, en Norvège aussi, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, et puis elle est repartie au niveau précédent ensuite. Bon. Et vous voyez que le meilleur moyen pour éviter un diabète de type 2, vous avez une démonstration là, c'est de serrer la vis au point de vue des apports. Je n'ai pas dit ça. Mon voisin l'a dit. Mais c'est la réalité. Bon. Voilà. Alors, deuxième facteur environnemental important, l'environnement métabolique maternel. Ça, c'est une idée qui est peut-être un peu moins évidente, mais qui est clairement argumentée. En particulier, il y a des dizaines et des dizaines de travaux expérimentaux qui accréditent ça. L'environnement métabolique maternel pendant la grossesse est crucial pour ce qui est du risque de diabète du futur adulte, plus tard quand il sera adulte. Donc ce que vous avez là, c'est le risque de diabète de type 2, selon que l'enfant a passé sa vie dans un utérus de mère mal nourrie, sous nutrition, ou à l'opposé, surnourri entre guillemets, ça peut être par exemple donc une mère diabétique, mal équilibrée, son enfant est à risque de faire un diabète de type 2 plus tard, à l'âge adulte, et vous voyez que dans les deux cas, le risque est aussi élevé. Donc, vous voyez que finalement, du point de vue métabolique, on navigue entre Charybde et Scylla lorsqu'on se balade dans l'utérus maternel, entre la sous-nutrition et la suralimentation. Il ne faut pas grand-chose pour accroître son risque de faire un diabète de type 2. Bon. Donc ça, c'est pour dire que l'environnement métabolique maternel est là aussi maintenant un facteur d'environnement qui est à surveiller de près. Bon. Autre risque environnemental, lui aussi relativement nouveau, il y a présomption de culpabilité. Donc là, ça, c'est relativement récent. Il faut encore attendre pour être sûr de ce qu'on annonce et d'impliquer une culpabilité définitive. Le microbiote intestinal. Dans le microbiote intestinal, donc les bactéries commensales utilisent les protéines d'origine alimentaire pour fabriquer des tas de produits de dégradation à partir des acides aminés de ces protéines. Par exemple, sur l'exemple que je vous ai donné, certaines populations de bactéries intestinales, faisant partie du microbiote, utilisent l'histidine, donc des protéines alimentaires, pour les convertir en propionate d'imidazole. Bon, donc c'est comme ça. IMP, propionate d'imidazole. Et ce qu'on vient de montrer, c'est que ce propionate d'imidazole, ce composé imidazolique issu de l'histidine, en fait, à lui seul, ça c'est des études expérimentales qui l'ont montré, peut induire une insulino-résistance au niveau du foie, donc contribuer à augmenter la production hépatique du glucose, et peut avoir aussi des effets, bloquer
avoir des effets pro-inflammatoires et avoir des effets pro-inflammatoires au niveau du foie. Bon. Alors ça, c'est un métabolite particulier, mais alors c'est peut-être pas... il y a peut-être d'autres métabolites à trouver. Les choses sont compliquées parce que vous voyez que là, j'ai mis l'accent sur le métabolite qui est toxique pour le métabolisme hépatique. Il y a d'autres, mais si vous regardez la figure en détail, mais on n'a pas le temps de détailler ça, vous verrez qu'il y a d'autres métabolites qui ont, eux, au contraire, des effets plutôt favorisants, positifs. Donc le bilan de tout ça, il n'est pas clair. Mais il y a des recherches à faire importantes pour essayer de comprendre comment fonctionne le microbiote intestinal, qui a une composition anormale dans le diabète de type 2, et voir éventuellement ce qu'il pourrait produire comme métabolite messager chimique, donc toxique et contribuant à la pathogénèse du diabète de type 2. Donc présomption de culpabilité. D'autres facteurs environnementaux, ceux-là vous en aurez probablement entendu parler, les perturbateurs endocriniens environnementaux, les PEE, un certain nombre de PEE, pas tous, il ne faut pas tout mélanger, ceux qui sont présents comme contaminants dans l'alimentation, vous avez tous entendu parler des bisphénols, peut-être un peu moins des dioxines, des phtalates, des polybromés, des additifs anti-fouling. Notre président, lui, a dû vous en parler déjà, j'imagine, de tous ces PEE. Donc certains PE, donc le bisphénol en particulier, sont soupçonnés d'avoir des effets pro-obésogènes, si ce n'est diabétogènes. Bon. Et je vous ai mis cette courbe parce qu'elle est surprenante. Alors à mon avis, elle ne montre pas grand-chose, mais elle est surprenante. C'est des années 40 aux années 2010, la quantité totale de composés chimiques produites par l'industrie, le courbe en bleu, et l'augmentation de la prévalence du diabète. Les deux courbes sont superposables. Alors vous ne vous faites pas piéger, c'est juste une corrélation, ça ne montre rien, ça suggère ce que vous voulez, mais ça ne montre rien, parce que ce n'est pas une relation de cause à effet. Bon, mais non, ben c'est là. Bon, voilà. Et puis il y a dans les polluants, pas que les PE, il y a les polluants atmosphériques, il y a un certain nombre de données expérimentales, en particulier les Chinois sont très bons là-dedans, qui montrent que certains composés atmosphériques, l'oxyde nitrique et l'ozone, et des particules fines, en particulier les PM de 2,5 microns, produites par les moteurs diesel, auraient des effets obésogènes, diabétogènes potentiels, probablement là encore en passant par une augmentation de l'inflammation tissulaire. Bon, suspicion donc. Mais c'est hâté de conclure que parce qu'on a bu à la naissance dans un biberon en BPA, on est condamné au diabète. Hein. On n'est pas là. Et puis enfin, il y a le stress psychologique de façon générale, facteur aggravant du diabète, c'est sûr, peut-être facteur déclenchant, on ne sait pas. Mais des études épidémiologiques solides montrent une relation, une association, pas encore une relation de cause à effet, entre dépression, stress chronique au travail, ou encore exposition à un stress précoce et incidence accrue de diabète type 2. Alors ça passerait dans tous ces cas par trois mécanismes contributifs, une augmentation de l'inflammation tissulaire, une augmentation de l'activité du système nerveux autonome, en particulier du système sympathique, et puis une augmentation de l'axe corticotrope, avec l'augmentation de la production de cortisol, de glucocorticoïdes. Voilà. Donc, pour finir, vous voyez que le diabète type 2 est véritablement une maladie multifactorielle. Hein, donc, je vais représenter là quelque chose de simplifié, véritablement simplifié de l'écosystème de ce que moi j'appelle maintenant l'Homo sapiens diabeticus. C'est la version 2023. Dans 10 ans, peut-être que je ne serai plus là pour vous raconter, ça sera différent. Et puis, vraiment pour finir, le diabète type 2, ce n'est pas une maladie complexe, c'est une maladie qui est terriblement complexe. Et là encore, pour vous illustrer de façon simple, voilà, j'ai essayé de représenter la façon dont on peut arriver au diabète de type 2, un même diabète de type 2, de même intensité, chez 3 individus différents. Vous voyez par exemple le gars qui a
numéro 3 qui est ici. Il a un diabète, il arrive à son diabète de type 2 parce qu'il a accumulé des facteurs d'environnement néfastes. Il a été stressé, il a fait plusieurs burn-out. Bon, il a un régime alimentaire obésogène, il mange trop gras et trop sucré. Bon, et puis il a un facteur, un allèle défectueux, donc il a un défaut de masse pancréatique, de nombre de cellules bêta pancréatiques ou d'insulinosécrétion pour des raisons innées. Donc il y a un mélange d'inné et d'acquis. Et là, ce qui l'emporte largement en termes de proportion dans le déterminisme, c'est la partie facteurs risques environnementaux. Et puis celui qui est à côté, le 2, lui, il a aussi un facteur inné sur ses cellules bêta, un allèle, des allèles innés qui portent sur un déficit d'insulinosécrétion. Mais par contre, il a été exposé un peu à quelques toxines alimentaires. Et puis, il est un peu sédentaire, mais il a toujours surveillé son régime alimentaire de près. Et néanmoins, il a le même type de diabète type 2. Puis, le 1, c'est encore un autre cas de figure. Vous voyez que, finalement, faire un diabète type 2, c'est malheureusement tirer une des innombrables combinaisons perdantes. Là, vous en avez 3 de combinaisons, il y en a des milliers pour le moment. Tirer une combinaison perdante à la loterie des facteurs de risque. C'est comme ça qu'on devient diabétique. Voilà, donc pour terminer, alors tout ça pour vous dire que Claude Bernard, il est partout, même dans la banlieue de Chazé-d'Azergues. Ça, c'est pour faire coucou à mon fils qui habite Chazé-d'Azergues et qui est là, qui est venu m'écouter. C'est pour le remercier. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il se trouve que j'ai écrit, et le livre est paru à la fin de l'année dernière, un bouquin un peu plus complet que ce que j'ai raconté sur la physiopathologie du diabète chez Elsevier Masson. Voilà. Je vous remercie.